nous en arrivons à la conclusion de notre journée, enfin à la conclusion, ou en tout cas voilà, une proposition de synthèse. Mais c'est important après, ouais. Voilà, une journée entière, des prises de parole assez variées, des angles d'attaque aussi assez variés. En tout cas, c'est ce que nous voulions proposer, ce que Médiat voulait proposer. Donc Pierre-Yves Cachat, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, membre du collège des bibliothèques, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, s'ils l'ont supprimé, je ne suis pas encore informé. Voilà. Quand j'ai quitté Paris, ça existait. Voilà. Très bien. Donc, Pierre-Yves Cachat, voilà. Je te laisse la parole pour le temps que tu... Merci beaucoup Marie-Madeleine. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais chez moi, je vous préviens tout de suite que c'est un défi. Je voudrais d'abord en profiter pour remercier Marie-Madeleine et Claire, mais ce n'est pas un jeu de politesse réciproque, pour la richesse et la qualité de cette journée, mais c'est une réaction de quelqu'un qui n'a pas votre métier sur la question des bibliothécaires musicaux, et il se trouve que, et honnêtement c'est un regret, parce que par contre, on a déjà abordé ces questions en interne. L'inspection générale, finalement, s'est peu souciée de la situation des secteurs musique des médiathèques par le passé. Il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de note particulière autour du sujet. En revanche, on a eu très tôt la préoccupation de sentir que c'était un endroit dans l'offre de services des bibliothèques qui était probablement plus bousculé que d'autres par la dématérialisation. Donc je vais faire la jonction avec les propos que vient de tenir Cyril. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité musique, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul support qui est offert en bibliothèque qui subit ce virage de dématérialisation. En revanche, aucun autre secteur des collections en bibliothèque n'est sans doute à ce point remis en cause, je dirais à la fois dans son économie comme dans ses pratiques. À la fois la multiplication des moyens de diffusion, ce que Fabien Ratz a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire la démocratisation des outils, l'atomisation des pratiques et des communautés d'écoute aussi d'ailleurs, la marginalisation des supports physiques dans les modes de consommation, je vais y revenir, leur diversification récente en plus, puisque après le retour du vinyle, on a le retour de la cassette, qui est en réalité qui commence à pousser très fortement au fur et à mesure que le prix de la fabrication du vinyle monte. La fragilisation de la presse musicale, du commerce local et de la distribution physique. Tout cet ensemble de catastrophes, entre guillemets, ont pu faire peser sur les espaces musique dédiés à la musique dans les bibliothèques des menaces qu'on peut presque qualifier d'existentielles et qu'on ne retrouve pas avec la même intensité pour le livre ou les revues, par exemple. Je me souviens je crois que c'était en 2012 ou 2013, c'était sur le site de la CIM qu'était paru un article vraiment intéressant de Sophie Cornière qui, de même que Ampli faisait du podcast avant que le podcast soit à la mode, Sophie Cornière faisait du fact-checking avant qu'on parle de fact-checking, où elle avait listé toutes les rumeurs folles sur les discothèques et qu'elle démontait ces rumeurs les unes à la suite des autres, alors notamment sur le fait que plus personne n'empruntait des CD, etc. Donc elle s'efforçait de combattre déjà les idées reçues et de lutter contre une tendance qui était avérée à ce moment-là, à considérer qu'il était légitime de s'interroger sur le maintien ou pas d'une offre musicale. Le souci, c'est que quand on est invité à être grand témoin et faire une synthèse d'une journée d'études, ce qui est très confortable, c'est que vous n'avez rien à préparer avant, puisque par définition, vous allez rendre compte de ce que vous avez vu. Ce qui est très inconfortable, c'est que vous n'avez rien préparé avant.
par ailleurs, mais j'ai quand même essayé un tout petit peu de réactiver ce que je connaissais de la musique, et notamment j'avais pris une très mauvaise habitude de surveiller les chiffres. Donc je suis allé voir les chiffres 2022, à la fois ceux de la SNEP et ceux de l'IFPI, ceux de la SNEP pour le volet économique, ceux de l'IFPI pour les usages, et je dois vous avouer que j'ai été assez sidéré par le tsunami qui continue d'inversion des rapports de force, à la fois dans les montants économiques des différents modes de diffusion, et également dans ce qui est constaté aujourd'hui, ou en tout cas déclaré comme modalité d'usage de l'écoute musicale. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, en plus je suis presque persuadé que vous les suivez plus régulièrement que moi, ces chiffres-là. En gros, c'est 920 millions d'euros le marché de la musique en France. Et aujourd'hui, ce que j'aurais honnêtement pas imaginé, 75% de ces 920 millions sont générés par le streaming et 25% par la vente physique. Alors ce que ça veut dire, comme ça faisait longtemps que j'avais pas regardé ces chiffres-là, je me souviens très bien qu'il y a 10 ans, c'était l'inverse en fait. C'était 25% généré par le streaming, même si on ne savait pas trop à l'époque ce que ça générait en fait, et 75% généré par le support physique. Sur ces 25% consacrés à la vente physique, le deuxième point qui m'a impressionné, c'est que 45% des ventes sur support physique, désormais, c'est du vinyle, qui fait quasiment donc jeu égal avec le CD. Même moi, dans mes espoirs les plus fous de fans de vinyle, jamais j'aurais imaginé qu'on arrive à ce rapport de force quasiment d'équité. Il y a 10 ans, le vinyle, ça représentait 1% des ventes en support physique. Donc, ce que je veux dire, c'est que on voit bien que, à la différence de ce qui a pu se passer en termes de dématérialisation sur d'autres secteurs, on est sur un bouleversement permanent et des rapports de force qui ne cessent de s'inverser. Alors, la croissance du secteur, pour autant, elle reste significative, puisqu'elle est positive, ça fait 6-7 ans, je crois, qu'elle est positive d'une dizaine de pourcents chaque année, mais elle dessine quand même, si on s'intéresse aux détails de ces chiffres, un environnement qui reste à la fois complexe et mouvant et marqué par une incertitude économique qui vous réserve encore maintenant et dans le futur de nombreux défis, des défis renforcés par l'évolution constante des usages par ailleurs. Donc si on s'intéresse au volet pratique, le premier point qu'on peut dire, et c'est un point extrêmement positif, il a été rappelé en début de journée, si on prend les chiffres 2022, jamais le public n'a montré un tel attachement à la musique. En déclaratif sur l'enquête IFPI, on en serait à plus de 20 heures d'écoute musicale par semaine en moyenne, ce qui est considérable. Donc c'est bien l'usage culturel, entre guillemets, la pratique culturelle qui est la plus forte. Mais dans le même temps, jamais non plus ce temps d'écoute n'avait été aussi dispersé, puisque ont été recensés dans cette enquête le fait que pour atteindre ces 20 heures d'écoute hebdomadaire, le public utilise 6 différentes méthodes. Et j'ai regardé, sur ces 6 différentes méthodes, il y en a 5 qui n'existaient pas techniquement il y a 15 ans. Et si on y regarde de plus près, en termes de temps d'écoute, on retrouve un peu ce que je vous ai évoqué sur l'économie. C'est que 65% du temps d'écoute aujourd'hui, il est concentré sur des offres de streaming. Le temps d'écoute sur CD ou vinyle, maintenant, il ne représente d'ores et déjà plus que 10%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'achat, mais j'en suis le meilleur exemple. On peut très bien acheter un disque et ne pas l'écouter, parce que par ailleurs, on l'écoute sur une plateforme de streaming commerciale. Voilà, donc ça, c'était pour faire écho à la question de l'un d'entre vous tout à l'heure, pour savoir si
on n'allait pas un peu vite en besogne en imaginant que les prêts allaient remonter. Je ne pense pas, très honnêtement, que les prêts des supports physiques dans les médiathèques vont remonter. Ils vont peut-être s'effondrer moins vite, se stabiliser, mais aucun indicateur de l'écosystème ne semble dire qu'il y aura une embellie particulière sur les supports physiques. Pour autant, je ne suis pas là pour gâcher votre journée, votre fin de journée et vous affliger. Moi, je pense que tout ce dont on a bénéficié aujourd'hui, ce ne sont que des bonnes nouvelles et ça devrait nous amener, les uns comme les autres, à modifier la manière de défendre la place de la musique dans les bibliothèques. On n'a pas besoin de la défendre au motif que c'est une pratique culturelle massive des citoyens. C'est peut-être préférable d'avancer aujourd'hui l'idée selon laquelle jamais la musique n'avait été aussi indispensable aux bibliothèques qu'aujourd'hui, du fait de la nature des réponses qui sont apportées à cette transformation par les bibliothécaires musicaux. Parce qu'il me semble, à avoir bien écouté les différentes interventions, que cette réponse des bibliothécaires musicaux, elle constitue peut-être en matière de démarche un laboratoire, un prototypage de ce que doivent faire les bibliothèques pour l'ensemble de leurs activités. Alors, certes, le modèle antérieur des discothèques de prêt faisait la part belle à la musique enregistrée, c'est-à-dire où la collection était au centre de nos préoccupations, et le nombre de prêts, qui est un peu son corollaire. Mais si on suit les tendances affichées par les chiffres du secteur, ça ne sera plus jamais possible. Désormais, c'est donc le public et ses pratiques qui est au centre. Et s'il fallait résumer d'une phrase la situation décrite par les différents intervenants aujourd'hui, je rassure l'équipe médiate, je n'ai pas oublié que je suis censé produire une synthèse. Je dirais que c'est en musique comme pour d'autres activités des bibliothèques désormais, la revanche du lieu sur la collection. Alors sur la première intervention, musiquée, ce virage économique, qui est aussi un virage technique, mais également un virage en matière d'usage, constitue clairement, nos deux intervenants nous l'ont dit, un défi d'agilité et d'innovation intéressant pour les espaces musique qui se sont constitués au départ autour donc, de cette collection d'objets sonores. Et c'est, me semble-t-il, tout l'intérêt de l'étude conduite par Olivier Zerbib et Pierre Lequéot, de nous livrer un état des lieux objectif et complet des transformations en train d'être opérées à la fois dans l'offre de services et pour les espaces sur lesquels ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'à chaque fois, ils devaient être plus grands et plus modulables. Et ils ont proposé une distribution de ces nouveaux services autour de 3 axes qui ont finalement été bien illustrés par les interventions qui ont suivi. La notion de patrimonialisation, la notion de médiation et celle de valorisation. Et ils ont souligné le fait que ces transformations doivent autant aux évolutions de l'économie de la musique, on l'a dit, aux changements observés dans les pratiques, on l'a aussi dit, qu'aux attentes exprimées par le territoire. Et les interventions qui ont suivi, finalement, me semble-t-il, se sont petit à petit rapprochées du territoire comme un effet drone. Donc il y a d'abord eu Fabien Mazzolini et Thomas Gomez de Mercado, qui ont traité des autres acteurs musicaux d'un territoire et de la place que la bibliothèque devait trouver parmi eux. Alors, il est tard, je dois synthétiser rapidement.
je ne vous résume évidemment pas l'intervention, mais j'ai simplement voulu retenir 2 points qui m'ont paru particulièrement à souligner. Le premier point, c'est le fait que la clé, c'est le réseau. La clé, c'est la coopération, et la clé, c'est les relations partenariales à développer, en insistant sur le fait, à cet égard, qu'il fallait agir en complémentarité ou en singularité. C'est-à-dire que l'avantage de la coopération, c'est qu'elle passe par un temps d'exploration et d'acculturation pour connaître ce que sont les autres offres de l'écosystème musical du territoire. Je pense que là-dessus, les bibliothécaires musicaux ont évidemment un énorme atout qui est le fait que la coopération, en toute honnêteté, fait partie de l'ADN professionnel d'un bibliothécaire, qu'il soit musical ou pas. Et Fabien Mazzolini a parlé à cet égard d'une circulation des compétences professionnelles au service d'un projet de territoire. Alors, cette insistance sur la nécessité en tout de coopérer, ça pourrait faciliter une meilleure intégration des bibliothécaires musicaux dans le tissu et le réseau musical, qui a été une difficulté qui, à un moment, a été signalée par Cyril. Voilà. Et puis, le deuxième point que j'ai retenu, mais c'est pour votre bien, il existe un moyen simple et pratique pour financer vos actions, c'est le concours particulier de la DGD. Et les conseillers et conseillères livres et lecture sont donc à votre disposition et dans l'attente de vos suggestions d'achat d'équipements. Et il me semble enfin un troisième point sur cette intervention. Je crois que c'est à ce moment-là de la journée que vous a été rappelé utilement votre meilleur argument de vente, c'est le fait qu'un bibliothécaire musical n'est pas un algorithme. Ensuite, nous avons eu un focus, alors, particulièrement intéressant pour moi, parce que j'avoue, et c'est mal, que j'avais insuffisamment regardé cet aspect-là de l'activisme des bibliothécaires musicaux. On a eu l'échange entre le festival Ampli et la Gironde Music Box, et peut-être que si je l'ai insuffisamment regardé, c'est qu'on a forcément de nombreux défauts si on est inspecteur général, c'est que j'habite au Havre. Je travaille à Paris, mais j'habite au Havre, et donc je dépends de ces affreux... voilà, de ces affreux de la Sonothèque normande, donc je n'ai pas pu mesurer le caractère gratuit et profondément service public qui caractérise à la fois le Festival Ampli et la Gironde Music Box. Donc là, on a eu une présentation finalement très centrée sur différents aspects qui avaient été annoncés par Olivier Zerbib et Pierre Lecléo, des démarches de valorisation, des démarches de patrimonialisation. Dès le début de cette journée, je pensais que j'allais avoir un problème avec ce mot. Très centré sur les scènes locales. Alors, une démarche qui, ça je l'ai bien senti, s'inscrit pleinement dans des projets de territoire et qui permettent à la fois pour le Festival Ampli d'introduire subtilement du spectacle vivant dans la programmation musicale des médiathèques et pour la team Gironde Music Box d'être reconnus en tant que bibliothécaires musicaux pour leur capacité à chercher, documenter et archiver la scène locale, ce que ne font pas notamment les SMAC. Donc là encore, on était dans ce principe et cet intérêt d'une complémentarité entre différents acteurs qui pour autant agissent en faveur de la même scène. Et par ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que l'efficience, c'est une des obsessions de l'inspection générale, vous le savez, l'ensemble des intervenants ont insisté sur le fait que ce qui a été mis en œuvre sur ces deux territoires était reproductible ailleurs.
Et enfin, Cyril Michaud, et je vais être dans les temps, a pu échanger avec Claire sur la question des compétences, mais plus largement, je dirais, ce qui change dans le positionnement des bibliothécaires musicaux confrontés à cette nouvelle offre, nouveaux dispositifs, nouveaux outils, nouvelles offres. C'était un peu, cette intervention était un peu le filigrane, le fil conducteur de toute la journée. Une question qui a été maintes fois posée, celle des besoins en compétences nouvelles pour les bibliothécaires concernés par cette transition opérée vers les nouvelles offres de services. Alors je dois dire que j'ai bu du petit lait à ce moment-là de la journée parce que vous me direz ça vous est peut-être égal, mais je dois vous informer que je souscris à 200% à ce que Cyril Michaud a dit, c'est-à-dire que moi personnellement j'ai à la fois fait des études de sciences puis de lettres. Et en sortant de l'université, j'ai tout de suite demandé à travailler en sciences parce que je ne voulais surtout pas travailler dans le domaine sur lequel je pouvais risquer d'estimer que j'avais des compétences. Et que je vous invite aussi, alors il faut un peu regarder les deux, mais à regarder au moins autant les appétences que les compétences au moment où vous recrutez dans vos équipes. C'est une affaire de rentabilité, d'investissement en fait. Et j'ai retenu que Cyril a défendu l'idée qu'il n'était donc pas nécessaire d'avoir des compétences musicales. Ça, c'est le jingle qui dit que je vais bientôt avoir dépassé mon temps. Qu'il n'est pas nécessaire d'avoir donc des compétences strictement musicales pour être un bon bibliothécaire musical. Et il a insisté aussi sur le fait que cette transition n'est douce que si elle est anticipée d'une part et si elle ne s'accompagne pas en même temps d'une baisse brutale des moyens affectés à l'activité. Puisque l'adaptation, on le sait, c'est vrai pour tous les secteurs qui sont concernés, l'adaptation a en réalité un coût. Et donc, quelque part, cette dernière intervention a fait le lien avec l'idée qui avait été avancée dans le cours de matinée, je crois que c'était Fabien Mazzolini qui l'avait dit, par définition, les compétences qui nous font défaut, elles existent ailleurs. Et donc la vraie question, c'est comment faire du lien avec cet ailleurs pour que ces compétences puissent nous servir aussi. Est-ce que j'arrête ici ou je vous... Non, si. J'ai aussi noté que tout dépend du territoire, ce qui rejoignait idéalement la problématique de cette journée professionnelle riche et dense, et que donc il fallait probablement développer en réalité ces compétences en tenant compte à la fois de la taille de ce territoire et des enjeux préalablement identifiés. Et pour la complémentarité, selon lui, l'important était de trouver un terrain pertinent et évidemment pas occupé par un autre acteur du territoire. Et l'exemple du showcase a été donné de façon tout à fait pertinente. Et j'aime beaucoup l'idée que soit rappelé que le principal intérêt de notre métier, c'est la montée en compétences permanente. Et en conclusion, je vous remercierai tout d'abord d'avoir supporté cette écoute de fin de journée. Je rejoindrai quelque chose qui a été abordé par un des participants à la journée. Il restera, à mon avis, à être en capacité de veiller à évaluer l'ensemble de ces nouveaux dispositifs, même si j'ai bien compris que Fabien Ratz n'y était pas tout à fait favorable. À certains moments, il faut souffrir. Et donc, de faire évoluer éventuellement ces dispositifs en fonction des retours qui auront été collectés. Mais je retiens de deux interventions qui ont eu lieu dans la journée sur ce point.
l'idée qu'avant cela, il y a peut-être un travail à réaliser sur une remise à plat de la définition des indicateurs qui seront le plus à même de rendre compte des activités foisonnantes de la musique en bibliothèque. C'était vraiment ma conclusion, donc après je vais vraiment me taire. Je voulais juste faire un aparté sur la question des indicateurs d'écoute sur place. Du côté des bibliothécaires universitaires, il y a une enquête annuelle qui s'appelle le GBU, dans laquelle il y a eu un travail qui a été effectué pour normaliser le mode de calcul de la consultation sur place. Donc c'est une norme AFNOR qui est très exigeante à différents titres, mais tout à fait faisable. Ce qui m'a beaucoup frappé du temps où je travaillais dans l'opérationnel, c'est qu'à un moment, on a constaté que nos chiffres de prêt commençaient non seulement à se tasser, mais à donner des signes d'effritement assez significatifs. Et on a voulu explorer cet aspect-là qu'on n'avait jamais vérifié avant. Et on a été sidéré par les résultats obtenus, c'est-à-dire qu'à un moment, les courbes se sont croisées, c'est-à-dire qu'il y avait une dynamique qui était tout à fait indexée entre les deux aspects, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les prêts immanquablement continuaient de baisser, la consultation sur place augmentait dans des proportions très très importantes, sachant que, très honnêtement, vous connaissez l'éthique qui caractérise tout bibliothécaire en exercice. Les chiffres étaient objectivés selon la règle AFNOR qui avait été définie pour ce faire. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu qui n'est pas facile en termes de collecte de chiffres, mais à connaître aussi les usages qui sont faits de nos lieux et de nos services à l'intérieur de l'enceinte de la bibliothèque. Voilà, j'avais promis que cet aparté serait mon épitaphe. Voilà.